Bonjour. Dans ce cours, nous examinerons les moyens de la politique de développement équilibré en nous concentrant sur la création des technoparcs. Examinons ensemble le système régional d'innovation, le concept de cluster et l'étude de cas. Cette fois, je vais expliquer sur le système régional d'innovation. Alors, qu'est-ce que le système régional d'innovation ? C'est un réseau de commercialisation des technologies créé en 1998 par P. Cook pour commercialiser réellement les technologies locales. Alors, la technologie peut-elle être commercialisée n'importe où ? La réponse est non. Qu'est-ce qui est donc important ? Les scientifiques et les ingénieurs qui peuvent proposer la technologie nécessaire à la commercialisation de la technologie sont très importants. Alors, si ces ingénieurs ou scientifiques proposaient inconditionnellement la technologie, est-ce que la technologie sera-t-elle commercialisée ? La réponse est non. Nous avons besoin d'équipements et d'installations de recherche pour cela. Et ensuite, nous avons besoin d'un système qui peut prendre en charge cela. Alors comment la science et la technologie peuvent-elles progresser quand il n'y a pas de système ? D'où vient ce concept ? Ce système régional d'innovation est ce que nous voulons créer au niveau régional. Le système régional d'innovation, que nous appelons SRI, n'est pas en fait issu de l'innovation générale, mais du processus de commercialisation de la science et de la technologie dans le domaine de la science et de la technologie. L'innovation régionale n'est jamais venue en premier. À l'origine, cette devise est venue du système national d'innovation technologique appelé National Innovation System en anglais, et qui a été proposé d'un point de vue économique par Chris Friedman de l'Université de Sussex au Royaume-Uni, l'endroit où j'ai fait mes études. C'est un modèle qui a été étendu dans le monde entier. En conséquence, il existe suffisamment de preuves que le système national d'innovation est mis en œuvre à un niveau additionnel dans la région. Comme la preuve représentative de ce modèle se trouve dans diverses régions telles que la Silicon Valley ou le Baden-Württemberg en Allemagne, il a commencé à se répandre en tant que modèle de développement régional mondial. De quoi avez-vous besoin ici ? Vous avez besoin de deux choses. Une infrastructure bien entretenue est nécessaire. L'infrastructure signifie les routes, les voies ferrées et les installations d'eau et d'égouts telles que nous les connaissons. Mais l'infrastructure sous forme de software liée aux universités, aux instituts de recherche et aux entreprises joue également un rôle crucial. Après cela, ce qu'on appelle la superstructure qui peut faire cela est également très importante. Il désigne les institutions et coutumes qui s'y rapportent. Par conséquent, ce que j'ai ressenti en menant la politique du système régional d'innovation en Corée au cours des 20 dernières années, c'est que ce système fonctionne différemment dans chaque région. Il fonctionne tout en reflétant les caractéristiques de la région. En conséquence, on peut voir que la caractéristique de ce système est que certaines régions réussissent très bien et d'autres très mal. Si vous regardez l'image, les composantes du système régional d'innovation sont constamment en train d'être créées. Et comme l'accent est principalement mis sur le transfert et la commercialisation de la technologie, la chose la plus importante, suggérée au niveau régional, est la coopération entre les entreprises, universités et instituts de recherche. Par conséquent, il est important au niveau régional de créer un système de coopération entre les entreprises et les universités, créant une voie à travers laquelle des technologies spécifiques sont liées aux entreprises et deviennent actives, et les technologies peuvent être transférées les unes aux autres au niveau régional. Comment les universités développent-elles principalement les technologies ? Elles doivent fournir la base pour poursuivre les recherches académiques et la commercialisation des technologies. C'est donc le rôle des universités. Quel est l'autre rôle de l'université ?
Le rôle des universités est de former les ressources humaines capables de développer les compétences. Et le rôle de l'entreprise est de tirer parti de cette technologie afin de la commercialiser. Par conséquent, les entreprises et les universités maintiennent ce système en faisant correspondre l'offre et la demande de la technologie grâce à une connexion organique. Mais est-ce que l'innovation peut avoir lieu lorsque les universités et les entreprises sont dynamisées dans une région spécifique? Certainement pas. Il faut avoir un système d'apprentissage continu. Il est donc important d'avoir un système d'apprentissage. Et il faut avoir des échanges continus. Une chose que vous devez aussi savoir, c'est que si vous regardez la plupart des théories du système régional d'innovation, l'origine de ce système vient de la pédagogie. Alors, à travers quoi l'innovation apparaît-elle? Elle apparaît par l'étude, c'est-à-dire par l'apprentissage. Et la connaissance, comment est-elle créée? Elle aussi est créée à travers l'apprentissage. En conséquence, la théorie de l'innovation a un lien très étroit avec celle de la pédagogie. Et les personnes qui ont réellement étudié et défendu cette théorie de l'innovation ont été grandement influencées par la théorie de l'apprentissage de la pédagogie. Et est-ce que le système d'apprentissage fonctionne bien simplement parce qu'on apprend les autres? Certainement pas. Alors comment se passe l'apprentissage? Cela se passe par l'interaction. Par exemple, aujourd'hui, je vous donne un cours, mais si on partage ensemble les feedbacks que vous me donnerez, je pourrais ainsi apprendre comment construire de nouveaux concepts pour les systèmes locaux d'innovation. Comme cela, dans le prochain cours, vous aurez un système d'apprentissage et un système d'enseignement qui peuvent enseigner de bonnes théories de l'innovation locale tout en préparant ces choses. Un système d'apprentissage interactif est donc très important. L'un des mots-clés du système régional d'innovation est l'apprentissage collectif. Si vous étiez candidat à l'examen d'entrée féroce en Corée, vous auriez préféré étudier seul. Si vous réussissez cet examen, il est fort probable que votre vie deviendra meilleure en Corée. Cependant, si vous continuez à vivre un tel système et que vous continuez à bien réussir les examens, vous aurez probablement un statut social élevé dans la société coréenne. Comment appelle-t-on ce genre d'apprentissage? C'est étudier tout seul. Pourtant, ce genre d'apprentissage ne peut pas convaincre les autres. Et, lorsque vous ne pouvez pas aider les autres, cela signifie simplement de bien vivre tout seul. Dans l'innovation, l'apprentissage est un apprentissage collectif. Lorsque nous discutons sur les difficultés ensemble, nous pouvons trouver les solutions en faisant un brainstorming. Ensuite, lorsque les difficultés s'étendent à 5, 6, 10, 20, 30 personnes et sont partagées les uns avec les autres, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait un apprentissage collectif. Et comme nous apprenons ensemble, une bonne sagesse apparaît. Puis la société se développe progressivement. En d'autres termes, nous parviendrons à une innovation collective pour nous tous. Par conséquent, le système d'apprentissage important du système régional d'innovation est l'apprentissage collectif. L'étude tout seul, ceci, vous pouvez le faire vous-même. Deuxièmement, dans le système régional d'innovation, vous devez garder à l'esprit qu'une interaction constante doit se produire et que la culture de l'innovation doit être bien combinée avec la culture de niveau local. Si je regarde les politiques des 20 dernières années, il y a des régions qui sont bien préparées pour adopter l'innovation. Certaines sont très conservatrices et n'aiment pas l'innovation. C'est la même chose pour les entreprises comme pour les personnes. En Corée, il y a des fonctionnaires qui sont également ouverts pour accepter certaines idées politiques et qui reflètent ces idées dans l'élaboration des politiques en interagissant constamment. Cependant, il y a aussi un certain nombre de fonctionnaires qui rejettent inconditionnellement les nouvelles idées. Et c'est la même chose avec les professeurs d'université et les étudiants coréens aussi. Donc avec un esprit fermé, il est réellement difficile pour la communauté locale de réussir dans le système local d'innovation. Ceci est la culture régionale. Alors qu'est-ce que la culture? C'est très difficile. À un moment, je disais que l'art était une culture. Si je définis le concept de la culture dans son ensemble, c'est le mode d'une vie globale. Quel était votre mode de vie avant la Covid-19? Nous étions libres d'aller dans les restaurants,
en rencontrant les gens sans porter de masque, n'est-ce pas? Et maintenant, comment se passe votre vie après la Covid-19? On doit toujours porter un masque, en étant protectif et défensif, ce qui est une sorte de grand stress pour nous tous. Ça fait déjà 2 ans qu'on vit comme ça. Qu'est-ce qui a donc changé? Notre mode de vie a changé, ce qui signifie que notre culture a changé. De cette façon, pour que l'innovation aille dans une région spécifique, nous devons comprendre le schéma global de la façon dont cette région réagit à l'innovation. C'est la culture régionale innovante. Avec ses composantes et types d'idées, il est donc important que vous compreniez les politiques locales d'innovation. N'y a-t-il qu'une innovation régionale? La réponse est non. J'en ai déjà parlé auparavant. Où est-ce que l'innovation a-t-elle commencé? Cette théorie a commencé avec le Système national d'innovation. Cependant, cela est encore élargi et spatialement, il existe un système mondial d'innovation. Les vaccins du coronavirus, Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, où cela a été accompli, il existe un élément important du système mondial d'innovation dans lequel le vaccin a été développé pour tout le monde plutôt qu'une réalisation nationale. Cela peut être considéré comme le processus de création d'un système mondial d'innovation. Cependant, dans les pays qui ont fabriqué Janssen, Moderna, Pfizer et AstraZeneca, il y aura un système national d'innovation qui pourra réellement fabriquer un tel vaccin. Et dans la région où l'institut de recherche est situé, basé sur cela, un système régional d'innovation pourra ainsi être construit. En tant que tel, vous devez savoir que les systèmes d'innovation ne se produisent pas seulement à une seule échelle spatiale, mais se produisent sur une grande variété d'échelles spatiales. Qu'est-ce que montre le schéma à côté? Cela signifie l'innovation fonctionnelle. Ce système d'innovation ne s'établira pas uniquement parce que l'innovation spatiale est différente, mais il doit aussi y avoir une innovation organisationnelle, industrielle et technologique. Avec ces 3 éléments, nous devrions pouvoir discuter sur l'innovation mondiale, l'innovation nationale et sur l'innovation régionale. Puis-je vous donner un exemple? Le vaccin dans l'ère de la Covid-19 actuelle, dans quel secteur fait-il partie? C'est celui de la recherche de nouveaux médicaments. La recherche de nouveaux médicaments fait partie du domaine de la biotechnologie. Mais qu'est-ce que le rival de ce vaccin? C'est le traitement. Si le traitement par anticorps est mis au point, il n'y aura pas besoin de vaccin. Et finalement, il risque d'avoir des conflits. Il pourrait y avoir des conflits entre les entreprises fabriquant des vaccins et celles qui fabriquent des produits de traitement. Et à quel problème cela va-t-il conduire? Pour les problèmes d'innovation, c'est qu'elle peut provoquer des conflits avec les gens. C'est la partie difficile de l'innovation. Le graphique ici n'est plus un cercle, n'est-ce pas? Comme il contient beaucoup de choses, je vous recommande de l'utiliser et de vous en souvenir pour l'élaboration des politiques locales. Il existe le potentiel du SRI fort et le SRI. Chaque chercheur a la même définition pour ce concept de système régional d'innovation, cependant, la façon de l'appeler diffère par pays. Donc, regardez bien ces choses. Tout ce que je viens d'expliquer sont ici une par une. Et vous pouvez également voir les caractéristiques de chacune des régions faibles et fortes au niveau institutionnel et organisationnel. J'ai déjà mentionné que l'un des mots-clés importants ici est apprendre. Les ressources humaines sont importantes pour faire de l'innovation comme celle-ci, mais ce qui est aussi important, c'est la confiance, donc j'en parlerai dans un autre cours plus tard. Passons ensuite au concept de cluster. Tout à l'heure,
Nous avons déjà vu le concept d'innovation par l'économiste britannique Chris Freeman, qui considérait celui-ci comme un paradigme économique et institutionnel. Et c'est P. Cook qui l'a apporté en le reliant avec le système régional d'innovation. Par coïncidence, le concept de cluster a émergé dans le domaine de la gestion par Michael Porter à la fin des années 80, lorsque la théorie du système régional d'innovation et celle du système national d'innovation sont apparues. Ces deux théories n'ont pas eu de relation d'échange depuis le début, ni de conflit entre elles. Chacune a été créée en fonction des besoins. La raison pour laquelle Michael Porter a proposé la théorie des clusters n'est pas arrivée toute seule. Lorsque l'OMS a été créée en 1995, les règles de l'OMS interdisaient à l'État d'intervenir directement dans l'industrie. En conséquence, les ministères concernés aux industries du monde entier ont dû fermer leurs portes. L'ONU a donc proposé un projet à Michael Porter. L'ONU lui a sollicité de créer un cadre qui pourrait relancer l'industrie et non pas la région. Porter a appliqué le modèle de diamant d'avantage concurrentiel national qu'il a appliqué au modèle de cluster et a finalement commencé à créer le concept de cluster. En d'autres termes, c'est une bonne stratégie qui peut effectivement induire le développement industriel indirectement, alors que l'État ne soutient pas directement une entreprise ou une industrie spécifique, mais apporte un soutien au lieu où se rassemblent les entreprises et les universités. Comme vous pouvez le voir à partir de cette définition, la première chose importante à propos du concept de cluster est qu'il est interconnecté. C'est une entreprise interdépendante. En termes économiques, il fait référence aux facteurs qui maximisent l'économie externe d'une entreprise. Je suis désolé, ce n'est pas évident, n'est-ce pas? En anglais, c'est external economy. Les entreprises peuvent être divisées en deux catégories. S'il existe une économie interne qu'une entreprise réalise en interne, il existe une économie externe qui peut être formée par les transactions d'une entreprise. Ici, Porter a parlé de l'importance de l'entreprise interconnectée. Deuxièmement, nous avons besoin d'un organisme qui rende ces choses actives. Les universités, les instituts de recherche, les institutions financières et les gouvernements, diverses organisations sont nécessaires ici. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Pour le cluster, il doit y avoir des points communs. Ensuite, il faut de l'externalité. Je vous ai déjà expliqué sur la nécessité d'avoir l'externalité à travers les activités interconnectées des entreprises. Il faut aussi avoir des points communs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la notion du bien commun. Vous savez tous ce que nous appelons l'économie du partage? Cela ne parle pas vraiment du bien commun lui-même. Cela signifie donc le partage des bénéfices. Le point commun ici est qu'il doit être pratiquement, littéralement, être un bien commun. Si les entreprises sont liées, n'y aurait-il pas un bien commun que les entreprises veulent avoir? Là où les entreprises se réunissent, nous avons besoin d'une installation commune où nous pouvons gérer ensemble la logistique. Ceci est donc un bien commun. Avoir besoin d'un parking public, c'est peut-être un bien commun. Le fait d'avoir besoin d'un organisme pouvant transférer la technologie aux entreprises, ou d'une structure qui peut faciliter cela, ceci est un bien commun. Où est-ce que cette politique gouvernementale doit-elle avoir lieu? La réponse est dans le cluster. Elle doit donc être dans le bien commun, et aussi où l'extériorité peut être activée. Ensuite, tout au long de ce projet, ce que Porter a défini, c'est la proximité géographique. Qu'est-ce que signifie donc la proximité géographique? Où sont les entreprises interconnectées et institutions associées? Au niveau géographique, le fait de se concentrer est important, ce qui veut dire que la proximité est importante. Alors, quelle est la distance de cette proximité? Ceci varie en fonction de la situation. Dans l'industrie automobile, être à 100 km ou à 2 heures de distance peut être considéré être proche. Plus il y a d'entreprises ou d'institutions concentrées dans un endroit proche, mieux c'est. Alors, comme l'a dit Porter, quelles sont les meilleures conditions géographiques pour que ces clusters puissent s'étendre? Je viens d'expliquer que ce serait mieux s'ils étaient
concentrés dans une certaine zone. Cependant, je n'ai jamais dit que ceux qui ne sont pas connectés au niveau mondial ou national ne sont pas des clusters. J'ai ainsi souligné que si nécessaire, le cluster peut suffisamment être accompli au niveau national et mondial. Ceci est différent des réseaux d'innovation technologique. Dans le système d'innovation technologique, le réseau est un réseau de commercialisation de la technologie et dans le cluster, le réseau est un réseau de développement pratique de l'industrie. Il serait donc bien de séparer ces deux notions. J'ai donc résumé les termes dont j'ai parlé jusqu'à présent d'une manière colorée. Si vous étudiez en vous référant à cela, je ne pense pas qu'il y aura de problème majeur. Voici les déterminants de l'avantage national dont Porter a parlé. Où les avez-vous placés? Parlons du déterminant de l'avantage régional lors de l'application à la région. Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est la condition des facteurs et la compétitivité des facteurs. Les conditions des facteurs comme les ressources naturelles et la main-d'œuvre dans la région, l'accès aux connaissances et le capital humain sont très importants. Deuxièmement, il est très important de savoir comment sont les conditions de la demande sur le marché de la demande qui doivent être créées en combinant correctement cette condition des facteurs. Et cela dépend vraiment si le produit créé à travers le cluster industriel est destiné à un marché local, un marché national ou un marché mondial. Il est très important de savoir comment combiner les conditions de facteurs pour créer un marché. Le troisième facteur est très important pour le concept de développement des industries connexes. Le quatrième élément comprend la stratégie de l'entreprise, la structure et les structures de rivalité situées au sommet, appelées conditions concurrentielles. Encore une fois, cela relève de la politique de la concurrence. Dans quelle mesure les pays et régions détermineront-ils leurs concurrents? Ceci est vraiment important. En Corée, il n'y a que 3 sociétés de télécommunications mobiles, LG U+, SK et KT. Qu'est-ce que cela signifie? Ceci montre qu'il existe une politique de la concurrence. Ainsi, la Corée a limité sa politique de concurrence à 3 opérateurs de télécommunications. En tant que tel, le processus de création de conditions compétitives pour chaque région et pays est très important pour le développement des clusters. Ici, Porter souligne une fois de plus. Dans le passé, il y avait des avantages absolus et comparatifs, mais l'avantage concurrentiel est important pour le développement des clusters. Quel est l'avantage concurrentiel? Il se développe et se crée. C'est donc un concept très important. Quelle que soit l'excellence de la condition factorielle, du capital humain et du capital matériel, ils sont inutiles s'ils ne sont pas développés et créés par la connaissance humaine dans l'environnement concurrentiel du XXIe siècle. Alors que dans le passé, l'économie mettait l'accent sur les ressources absolues, la supériorité absolue et l'avantage comparatif, l'avantage concurrentiel de Porter n'est compétitif que lorsqu'il est développé et créé. En conséquence, la mobilisation des connaissances relatives devient importante, et la manière dont ces éléments sont combinés est aussi importante. En effet, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de ressources naturelles qu'un pays devient riche. Comment bien mélanger les ressources dont le pays dispose? Ceci est crucial. Connaissez-vous le bibimbap coréen? La propre valeur de ce plat coréen est incarnée lorsque le mélange des différents goûts, des divers ingrédients apparaissent. À ce titre, Porter a effectivement présenté la compétitivité du cluster en fonction de la manière dont ces conditions de facteurs sont bien mélangées. Passons maintenant à l'étude de cas.
Laissez-moi vous parler des complexes industriels de la Corée. La politique des complexes industriels coréens est très connue. En Corée, les complexes industriels ont été créés pour développer les industries locales et nationales, tout en combinant bien le hardware et le software pour réellement revitaliser les clusters industriels. Et leurs envergures et étendues sont tous différents. Depuis les années 60 jusqu'à la fin des années 70, l'accent a été mis uniquement sur les usines de production. Cependant, depuis les années 2000, il évolue en réalité en un complexe industriel qui se concentre non seulement sur l'industrie et la production, mais s'étend au logement, à la culture, à la santé et à d'autres installations de bien-être dans la région. Parce que les travailleurs ne veulent plus aller dans les complexes industriels vétustes, c'est la culture du travail des Coréens depuis les années 2000 que les conditions d'emploi dans les complexes industriels doivent être préparées, le symbolisme du complexe industriel doit être souligné et les travailleurs doivent être fiers de leur travail. Et comme les jeunes Coréens le veulent, les politiques changent donc constamment. Il faut donc savoir que la politique de l'époque pour dynamiser l'économie nationale à travers l'industrie d'exportation est importante. Mais il faut aussi savoir que les autres politiques sont différentes. Ainsi, les complexes industriels coréens sont des complexes industriels nationaux, et c'est le gouvernement qui les désigne. En particulier, il existe des complexes industriels nationaux désignés par le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports et gérés par le ministère de l'Industrie. Il existe également des complexes industriels urbains de technologie de pointe et des complexes industriels agricoles. Le nombre est le suivant, et le nombre total des complexes industriels nationaux en Corée est d'environ 1135. Et il n'y a pas de changement pour l'instant. Il y a environ 41 complexes industriels nationaux. Il en existe 41, suivis des complexes industriels locaux avec 608 complexes industriels généraux, représentant environ 60%. J'ai mentionné plus tôt que le développement régional de la Corée a eu lieu surtout sur la région Gyeongbok, n'est-ce pas? Des complexes industriels se sont également développés le long de cette région. Aussi, il y a tellement de complexes industriels que tout le pays peut désormais se transformer en complexe industriel, progressivement et différemment selon les périodes. La performance économique du complexe industriel est très grande. Il représente environ 52% de l'emploi manufacturier en Corée et 52,6% de l'emploi en Corée. Il représente 75% des exportations totales et la proportion augmente progressivement. Pour résumer les facteurs de succès des complexes industriels coréens, nous disons que le gouvernement central soutient toujours fortement cette politique. De 1960 à nos jours, nous avons soutenu cette politique par le gouvernement central et même par les gouvernements locaux. Deuxièmement, c'est les stratégies qui ont été continuellement transformées en fonction du stade de développement économique. Nous n'avons pas persisté à elles seules. En effet, la politique coréenne concernant les complexes industriels ne correspond pas bien à l'époque. Bien que les experts se plaignent qu'il y a beaucoup de choses qui prennent du retard, le cadre politique existant est de l'accepter de toute façon. Et sur le plan institutionnel, le complexe industriel est exploité avec une vision à très long terme. Quatrièmement, il existe un institut de gestion spécifique pour les complexes industriels. Veuillez consulter la page d'accueil sur le site. KICOX, appelé Korea Industrial Complex Corporation, gère les complexes industriels nationaux principalement depuis 1964. Ainsi, s'il existe des facteurs de succès, il existe également des défis. Quel est le plus grand problème? Désigner ce complexe est en effet très politique. En conséquence,
Toutes les collectivités locales souhaitent recevoir une désignation de complexe, mais il existe des endroits où il y a beaucoup de terrains invendus dans lesquels les entreprises n'entrent pas. Vous devez donc savoir qu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande. Le deuxième comprend le changement de la nature des sites de complexes industriels. Je l'ai ainsi mentionné plus tôt. Maintenant, il y a beaucoup d'usines de production simple. Pourtant, ils devraient se transformer en un lieu où les complexes de R&D, des logements, des aspects culturels, des coopérations entre les universités et industries, etc., sont tous incarnés. Pourtant, ce changement évolue lentement. Le troisième comprend la pollution de l'environnement. C'est toujours un enjeu grave et on ne peut pas l'ignorer. Le quatrième comprend la vétusté des complexes industriels, et nous en parlerons la prochaine fois. Le nombre de complexes industriels vieillissants ne cesse d'augmenter. Depuis l'année dernière, 19% du total, 19% selon le nombre de complexes industriels et 14% selon la taille, ont commencé à vieillir. Selon la loi coréenne, 20 ans après sa construction, il est désigné comme un complexe industriel ancien. L'un de nos plus grands problèmes est que le nombre augmente progressivement car la période est trop courte. À mesure que le temps change, les complexes industriels doivent également changer. Nous ne sommes pas dans l'ère numérique, mais nous sommes désormais dans l'économie hyper connectée. La fracture numérique n'est plus ce qui compte. Mais qu'est-ce qui est important ? C'est la connectivité. Nous sommes de retour dans une ère où l'écart de connectivité est encore plus important. Et nous mettons l'accent sur l'économie de la plateforme. Donc, ce que je suggère, c'est la politique de mini-cluster, qui est l'une des politiques des complexes industriels les plus connues en Corée. Personnellement, je pense que maintenant, la politique de cluster et de complexes industriels qui répond à la nouvelle ère de la 4e révolution industrielle et celle de la connectivité devrait se transformer tout en passant audacieusement à la politique de cluster plateforme. Ce qui est donc important, c'est la plateforme du leadership, celle du partnership et celle du sponsorship. Chaque plateforme est différente selon qui la contrôle et qui la gère. Si une grande entreprise gère mal sa plateforme, cela conduit à une structure très monopolistique et l'exploitation de la main-d'œuvre s'intensifie. C'est le plus grand problème de l'économie de plateforme. Je pense que les tremplins doivent être préparés pour surmonter rapidement ces problèmes en Corée. Les clusters plateformes dans les complexes industriels devraient également évoluer dans ce sens. Par exemple, si la plateforme dans le complexe industriel est dirigée par une politique publique, le KICOX et KITEC, Korean Institute of Industrial Technology, doivent soutenir divers modèles à travers le leadership, partnership et sponsorship. Donc, finalement, si les complexes industriels existants en Corée ont bien appliqué la politique de mini-cluster, en combinant la coopération entre les universités et les entreprises, à l'avenir, il serait important de se concentrer sur la R&D et la production, en insistant sur la conversion en un cluster plateforme dans l'aspect convergence. Voilà, je termine l'explication sur les cas de complexes industriels de la Corée en soulignant ce point. Cela fait plus de 20 ans que la Corée a adopté la politique régionale des systèmes régionaux d'innovation. Est-ce qu'il y a eu de grands succès ? Il est difficile de dire qu'il n'y a pas eu de réalisation réussite en matière de politique publique. Cependant, dans cette reconnaissance, je peux dire que cette politique elle-même est menée avec succès simplement parce que nous avons maintenu la politique industrielle, la politique de développement régional et la politique spatiale au cours des 20 dernières années. Je vous remercie de votre attention. Je vous verrai au prochain cours.